comme ça. Donc aujourd'hui, on vient vous parler avec ma collègue Laetitia Bizio, que vous connaissez peut-être de par la lutte contre la pêche électrique. On vous en dira un mot tout à l'heure. On vous présente un tout nouveau projet, qui est un projet de création d'un pôle unique en son genre, un pôle de lutte contre les fraudes, la corruption et la criminalité environnementale liées à l'océan. Ce serait une toute première. Je pense que Stéphane a fait déjà le pitch sur l'océan. Pourquoi il faut protéger l'océan? Parce qu'en fait, il n'y aura pas de solution climat sans l'océan. Parce que les animaux sauvages sont en train de disparaître sur Terre. Vous savez qu'on a déjà perdu 2/3 des espèces depuis 40 ans. Donc on est dans une phase de critique, d'accélération, de destruction du vivant. Il faut vraiment se dépêcher. Et il se trouve que l'océan est quand même le moins doté de toutes les activités philanthropiques. Donc on estime que les financements actuels pour l'océan sont 800 fois inférieurs aux besoins qui sont les nôtres pour lutter efficacement contre la criminalité en mer, contre le dérèglement climatique, contre la destruction de l'océan. Donc on estime que c'est au maximum 2 ou 3% de tous les financements philanthropiques. Donc lâchez-vous aujourd'hui, évidemment. Faut surtout pas hésiter. Évidemment, la pêche est la première cause de destruction de l'océan. La pêche industrielle, un truc à garder en tête, c'est les spécialistes de la biodiversité qui le disent, qui sont réunis dans l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. L'océan est le plus grand lieu de criminalité sur Terre. 71% en effet pour le climat, 71% aussi d'espaces quasiment sans surveillance, où en fait tout est permis. Donc on a évidemment, je ne sais pas si vous avez lu ce livre formidable, La jungle des océans de Ian Urbina, qui a montré en fait, en prenant plein d'exemples à travers la planète, ce qu'on faisait aux animaux marins, ce qu'on faisait aux écosystèmes marins qu'on détruit en permanence avec des méthodes de pêche destructrices, mais aussi ce qu'on fait aux humains. Et c'est une nouveauté pour Bloom, on ne voit pas très bien avec la lumière, mais en fait on a fait un nouveau rapport avec la clinique juridique de Harvard Law School aux États-Unis. On a vraiment créé un nouveau champ d'investigation pour nous, qui est évidemment le lien entre la criminalité environnementale et la criminalité humaine. Parce que évidemment, quand on décide d'exploiter les animaux sauvages, des milieux sauvages, jusqu'au bout pour maximiser les profits, on tombe forcément dans des logiques criminelles qui s'appliquent aussi aux humains. Donc on est dans un cas de figure d'urgence absolue. C'est une longue conversation qu'on pourra avoir par rapport à ce qu'on peut faire par rapport à cet état de fait. Et je passe la parole à Laetitia pour quelques exemples concrets. Oui, moi je vais vous donner quelques chiffres clés de ce que représente la fraude dans le secteur de la pêche. Il faut savoir que c'est 1 poisson sur 5 dans le monde qui est pêché illégalement. Donc 1 poisson sur 5 qui se retrouve dans nos assiettes est pêché illégalement. Pourquoi toute cette fraude est permise? Tout simplement parce que les contrôles sont insuffisants. En France, c'est moins de 1 contrôle par an et par navire. Pour vous donner un exemple, aux Pays-Bas, il n'y a que 2 inspecteurs pour contrôler 400 millions de kilos de poissons par an. 2 inspecteurs. Autant dire que la fraude est monnaie courante. Cette fraude rapporte énormément d'argent. Les inspecteurs néerlandais eux-mêmes ont évalué à 500 000 € par an et par navire le gain rapporté par la fraude. Donc nous, dans nos recherches et nos investigations, nous avons, au cours de l'année 2022-2023, signalé déjà 5 cas de fraude que nous détaillons ici. Non, pardon, avant. Alors, pourquoi ça n'apparaît pas? Ok, étrange. Alors, le premier cas, c'est un cas en haut, un cas de pêche illégale locale. Donc, en fait, un pêcheur m'appelle le 2 février pour me dire, je suis sur le quai, je vois un bateau belge, un chalutier belge, qui met directement dans un camion le poisson. Il n'y a pas de pesée, c'est illégal. Donc, je lui dis, allez voir la gendarmerie, appelez l'administration. Ils me disent, ils ne veulent pas agir. Donc je lui dis, ok, prends une vidéo de la situation. Donc moi, en parallèle, je regarde la trajectoire du navire, parce qu'en fait, ils ont un système de géolocalisation qui permet de retracer le chemin. Donc il a effectivement pêché dans les eaux françaises. Je discute avec d'autres pêcheurs, et en fait, on découvre une photo sur Facebook de ce pêcheur-là même, qui met une photo de lui devant des caisses de poissons qui venaient d'embarquer, et c'était du bar pêché pendant son repos biologique, c'est-à-dire pendant la période de reproduction et pendant laquelle le temps est interdit à la pêche. Donc on alerte nos avocats qui nous
qui sont hyper réactifs et qui produisent une plainte dans la journée même. Mais je continue mes investigations. Je me dis, s'il y en a un, il y en a d'autres. Et plus on creuse, plus on trouve. Et en fait, il y avait 5 autres navires. Donc deux autres en Normandie et 3 autres à Boulogne. Donc on a fait un signalement grâce à nos avocats qui ont été hyper réactifs et on a pu porter cette plainte. Donc un cas de fraude de pêche au niveau local. On a un autre cas de fraude aux subventions, cette fois-ci, massive. Pendant le Covid, en fait, des aides, des subventions publiques ont été allouées aux pêcheurs pour permettre de combler le déficit dû à la baisse de consommation à cause de la fermeture des restaurants. Donc ils ont touché de l'argent pour rester à quai. On a été alertés par des pêcheurs nous disant « mais en fait, ils touchent de l'argent, mais ils vont pêcher ». Donc pareil, même scénario, je vérifie, je regarde les trajectoires des bateaux, et oui, effectivement, ils pêchent pendant la période à laquelle ils étaient censés rester à quai. Donc on regarde plus en détail, on s'aperçoit que c'est 95% des navires néerlandais qui ont fraudé pendant le Covid. On fait un signalement au parquet européen. Donc cette affaire ne plaît absolument pas, puisqu'on a été ensuite traité de négationniste vert au Parlement européen. Donc voilà, nos enquêtes dérangent. Bon, vous avez vraiment décompté le temps du début et tout. Ah, ça passe trop vite. Bien, eh bien, ce qu'on voulait vous montrer sur la slide d'avant aussi, peut-être, c'était un autre cas, par exemple, c'était vous montrer qu'on part du bateau jusqu'au plus haut niveau européen, on est sur des systèmes de fraude. On a, par exemple, épinglé une fonctionnaire française qui est passée au lobby de la pêche thonière, c'est-à-dire de la pêche au thon en Afrique, sans respecter le délai de 3 ans qu'on est supposé respecter dans le code pénal. Donc on a porté plainte au parquet national financier, l'enquête est en cours, il y a eu une perquisition à son domicile, etc. Les choses avancent. Mais vous comprenez que le système qu'on veut vous montrer, c'est que dans tous les cas de figure, ce n'est pas un pêcheur isolé qui, de temps en temps, fraude. La fraude est systématique, parce qu'il n'y a pas de contrôle, parce qu'on est justement dans ce lieu qui n'est pas surveillé. Et ce sont des chaînes de corruption. On dit des chaînes le long de toute la chaîne de valeur, mais notre collègue Luc Tesnas, un spécialiste de la lutte contre la corruption, dirait la chaîne de non-valeur, qui va du bateau jusqu'à la Commission européenne. Bon, alors on va aller vraiment très vite, parce que en fait, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, frauder, pourquoi ça compte? Vous comprenez que lutter contre les fraudes et la corruption, ça compte, parce qu'on est quand même sur le plus grand milieu, en effet, sauvage, qui est un bien commun qu'on ne peut pas laisser détruire en ayant les bras croisés. Donc, on a quelques cas spécifiques qu'on voulait vous illustrer, mais on n'a plus le temps. C'est pas grave, on vous racontera tout plein d'histoires rigolotes plus tard ou demain soir. Avec des cas concrets, par exemple, ce cas d'un lobbyiste, des lobbyistes néerlandais industriels qui rentrent dans le bâtiment du Conseil de l'Union européenne pendant les négociations TAC et quotas, les quotas de pêche de fin d'année, là où ça se joue, et il est interdit aux lobbyistes d'y être, donc ils prennent des badges presse pour rentrer et influencer les ministres. Donc tout est permis chez les industriels puisqu'ils marchent main dans la main avec les institutionnels. La BD de Laetitia, ma collègue Laetitia Bizio, BD à lire absolument, qui vous racontera toute l'histoire ahurissante des fraudes sur la pêche électrique. On a fini par gagner, hein. On a fait interdire la pêche électrique en Europe, mais on est quand même aussi devant la Cour de justice de l'Union parce qu'on veut le remboursement des aides. Bref, notre réponse, elle doit être systémique. Un problème systémique appelle une réponse systémique. Au début, on a accepté les lancements d'alerte, on a traité les fraudes qu'on avait réussi à identifier par les soins de l'équipe de recherche dont fait partie Laetitia, mais on se rend bien compte que ça ne suffit pas. Il faut structurer un pôle de lutte contre la fraude, contre la corruption et contre la criminalité. Et on a tout un plan d'action qu'on est en train de mettre en œuvre avec la clinique juridique de Sciences Po et avec le soutien de l'université Dauphine. Bon, suite au prochain épisode, voilà. Si vous voulez savoir exactement ce qu'on va faire. Mais on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Tu fais comme certains politiques, tu continues à dire ce que tu voulais dire quand on aura les questions. Enfin, on sait ce qu'on veut faire, mais justement pas. On est aux toutes prémices. Levez la main si vous avez des questions. On ne peut pas être que réactif, on doit être proactif, et c'est toute l'idée de structurer toute une action stratégique contre ces criminalités qui sont bien au-delà de ce qu'on peut se représenter. Merci. Merci. Alors, on va afficher. Vous avez la fin avec le. Affichez-le. Alors, on a une question là ou ça? Ici. Bonjour, Nathalie.
Bonjour, Nathalie Guillot, Fondation d'Art Thalie, Art et Nouveaux Récits, et en même temps comité de transition de Décathlon. Je veux savoir comment vous pouvez aussi vous positionner pour sensibiliser justement les entreprises à ce combat, et comment ça peut rejoindre cette fameuse loi écocide. Je ne suis pas une technicienne, mais où on en est de cette loi. Voilà, donc les entreprises et la loi écocide. Oui. J'amène le micro. Alors, la loi écocide, on soutient les démarches, mais c'est très long de faire bouger, évidemment, le statut légal de la nature dans le droit. Donc, on soutient, mais on n'est pas aux premières loges, on va dire, de ce combat-là. Notre combat, c'est vraiment déjà utiliser le droit existant pour le faire appliquer. Parce qu'il faut savoir que rien n'est appliqué. Enfin, c'est ça qui est fou. C'est que dès qu'on regarde, on trouve de la fraude. Mais à chaque fois. Mais vraiment du tout petit local jusqu'au plus haut niveau. Et donc, nous, c'est vraiment, avec ce pôle, c'est comprendre que on a eu cette première étape de voir arriver des cas, on les voit en permanence et c'est par le terrain et par les dossiers qu'on l'a vu. Et maintenant, on veut vraiment établir une chaîne de responsabilité sur justement cette chaîne de la corruption. C'est une chaîne de la corruption. La pêche industrielle ne peut pas être responsable. Elle ne sera jamais responsable. Vous avez vu le rapport qui vient de sortir sur le MSC avec le travail ouïghour d'esclaves en Chine? Enfin, vous voyez, la pêche industrielle cherche la maximisation des profits à partir d'animaux sauvages. La bonne catégorie qu'il faut établir dans nos têtes, c'est que c'est du trafic. Il s'agit de mafia. Et on ne peut pas les laisser faire. Et donc, il faut vraiment démanteler ces systèmes. Il n'existe aucun pôle au niveau mondial de lutte contre la criminalité en mer, contre la criminalité environnementale en mer. Et on voit bien que c'est lié à des problèmes humains. Et pour sensibiliser les entreprises, vous verrez, là, pour l'instant, on a un vrai travail en ce moment qui est totalement confidentiel, mais suivez-nous et d'ici quelques semaines, vous verrez. C'est en ligne, Claire, tu ne peux pas le dire, il y a plein de gens qui regardent. C'est pour ça que je ne le dis pas. Okay. Alors, on a une autre question ici. Question courte, réponse courte. Je pense qu'il nous reste 1 minute. La richesse, c'est que vous pouvez tous vous retrouver après dans la salle d'à côté pour prolonger les échanges. Une question à ma gauche. Bonjour. Si vous avez une autre question, levez la main, on verra si on arrive à la passer. Bonjour, Karl Travers de Belong Family Office. Déjà, merci beaucoup pour votre travail et votre intervention. Comme vous l'avez dit, on est sur des questions de fraude et la fraude n'a pas de frontières, elle ne s'arrête pas à l'Union européenne. Est-ce que vous avez des projets aujourd'hui à une échelle mondiale ? Nous, on travaille uniquement sur les flottes européennes dans tous les espaces où elles interviennent. C'est pour ça qu'on travaille énormément en Afrique. On a le porté plainte contre des navires français justement qui vont pêcher dans les eaux africaines en éteignant leurs instruments de navigation, ce qui est aussi interdit par la loi puisqu'on a un cadre européen qui s'appelle le règlement de contrôle. Et c'est aux États membres de s'assurer que leur flotte se comporte bien où qu'elles aillent. Et il se trouve que c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un système, le verre est dans le fruit. Quand on voit qu'un individu comme Anne-France Matelet, cette jeune femme qui a quitté l'administration française pour rejoindre le lobby de la pêche, en fait, nous, on a porté plainte parce qu'on a vu qu'elle n'avait pas respecté donc, le délai de 3 ans avant de partir au lobby de la pêche. Mais en fait, on a sorti ça dans l'espace public, on a porté plainte avec Anticor, l'association de lutte contre la corruption que vous connaissez. Et en fait, des journalistes ont repris notre enquête et ont appelé creuser. Et on s'est rendu compte qu'en fait, elle avait été détachée par l'État. Elle n'a pas rejoint le lobby. Elle a été détachée par l'État pour aller lutter auprès de Bruxelles pour détruire la réglementation de contrôle européenne de façon à ce que ça puisse en fait, valider et donner une forme d'odeur de sainteté aux pêches illégales faites par les Français dans l'océan Indien. Donc vous comprenez qu'en fait, les méfaits des flottes européennes, qu'on retrouve surtout en Afrique, enfin en Europe et en Afrique, ont des implications très fortes pour la démocratie. Donc vraiment, quand on laisse les fraudes courir comme on le fait aujourd'hui, c'est soutenu par l'État, c'est encouragé par l'État, avec même des moyens de l'État qui sont mis à disposition. Quand on ferme les yeux parce qu'on ne veut pas faire de contrôle sur les bateaux, c'est qu'on approuve les fraudes et qu'on les soutient, qu'on les protège. Quand on envoie notre personnel politique agir au sein des lobbies, j'ai le micro, non je rigole. Mais bon, en fait, vous voyez, c'est un système qui a des répercussions au niveau mondial. On ne peut pas, et donc on s'est beaucoup posé la question. On s'est beaucoup posé la question par rapport à, évidemment, le fait que nous, on ne peut pas agir sur les flottes russes. On ne sait pas faire ça. On ne sait pas agir directement sur les flottes chinoises. Même si on a un bureau à Hong Kong qui travaille sur certaines des flottes chinoises. On ne sait pas faire ça au niveau systémique. En revanche, améliorer les pratiques des flottes européennes où qu'elles aillent, ça veut dire qu'on augmente le standard d'éthique et de transparence. Mais par exemple, la pêche au thon, c'est un cauchemar, en fait. Si vous saviez vraiment ce qui se passe dans la... non, si vous savez ce qui se passe dans une boîte de thon... Eh ben, je viens d'un pays de rugby, je vais devoir te plaquer. C'est pas possible. Terminé. Merci. Bon, alors,
On a Coral Guardian qui a fait 10 tours là-bas. Merci Claire, merci Laetitia. Vous pouvez évidemment les retrouver si vous avez du temps pour la passion et l'engagement de l'autre côté.